Live on radio, CSC, Serial, Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Serial, Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. On savait qu'il aimait les États-Unis. On a fait un générique qui ressemble à ce qui se fait là-bas. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec donc mon invité, l'homme aux 40 millions d'entrées, scénariste, dramaturge, metteur en scène. Il a créé les plus grands chefs-d'œuvre français, de l'emmerdeur en passant par La Chèvre, Le Jaguar, Les Compères jusqu'au Dîner de cons qui lui a valu l'un de ses plus grands succès avec plus de 9 millions d'entrées en salle. Francis Weber est désormais mon invité pour retracer sa carrière mais aussi parler de son actualité, sa dernière pièce de théâtre Le Tourbillon qui se joue en ce moment au Théâtre de la Madeleine avec Philippe Lelouch notamment, et on en parle donc avec lui aujourd'hui sur radioj.fr, sur notre Facebook Live et sur Radio J. 15h, 16h30, Serial, Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Francis Weber. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir en face de moi. C'est la première fois que vous venez à Radio J ? Première fois. Oui. Première fois. Eh bien, je suis ravie de vous accueillir. Merci d'être mon invité aujourd'hui pour parler dans cette émission de votre actualité, mais pas seulement, puisqu'on aime bien parler de qui vous êtes aussi au-delà de ce que vous faites. Alors, on va commencer par le début. Et pour cela, alors, Francis Weber, vous êtes né le 28 juillet 1937 à Neuilly-sur-Seine. Vous êtes le fils du journaliste et écrivain Pierre-Gilles Weber et de la romancière Catherine Agathe-Jagnan, dite Georgette Paul, et vous avez bien des origines juives, pour répondre à ceux qui en douteraient. Absolument, oui. J'ai mon grand-oncle Tristan Bernard, donc, dont la sœur avait épousé mon grand-père Pierre Weber. Ce qui fait que j'ai toute une partie de ma famille qui était juive et une partie qui était arménienne. 2 génocides. C'est ce que vous dites. Gai, oui. Vous dites 2 génocides, 2 murs, des lamentations dans le sang, tout pour faire un comique. C'est vrai, c'est vrai. Le comique s'appuie souvent sur la tragédie, vous savez. C'est une façon, je ne sais plus qui disait, l'humour c'est la politesse du désespoir. Et c'est une belle formule, très connue, mais une belle formule. C'est pour ça que vous avez choisi la comédie, Francis Weber ? Absolument, c'est une protection si vous voulez. C'est une défense en fait. C'est quoi une bonne comédie ? Une bonne comédie, c'est une comédie réussie. Qu'est-ce que je peux vous répondre ? Parce qu'il y a un bon rythme par exemple, parce qu'il y a un bon dialogue, parce que ça démarre doucement, parce que ça démarre fort. Très Est-ce qu'il y a une mystérieux. technique ? C'est très mystérieux parce qu'il y a certaines comédies qui sont lentes et drôles et d'autres comme les burlesques qui sont alors tout s'affole. C'est toujours un désastre permanent dans le burlesque, mais c'est drôle. Quand on regarde votre parcours de vie, Francis Weber, le moins qu'on puisse dire, c'est que votre vie a été ponctuée de mots, M-O-T-S, peut-être aussi M-A-U-X, puisqu'on parlait de ces 2 génocides dans votre famille. Et puisque vous êtes également le petit-fils de Pierre Weber, vous le disiez, dramaturge et auteur de romans et de contes humoristiques, le neveu de Serge Weber, lui aussi scénariste et librettiste d'opérettes français. Et vous êtes, vous le disiez, le petit-neveu de Tristan Bernard, romancier et auteur dramatique français, célèbre pour ses mots d'esprit. Et justement, Francis Weber, est-ce que cette descendance, cette filiation, finalement, a conditionné votre vie, mais aussi votre enfance ? Absolument, parce que le plus bel héritage que vos parents peuvent vous laisser, c'est des mots. C'est-à-dire que j'entendais mon père parler avec ma mère, et c'était toujours littéraire, ce qui se disait. Elle faisait des romans pour jeunes femmes. Lui, il était écrivain aussi. Alors, toute mon enfance a été bercée par leurs discussions. Et je me rappelle, ma mère écrivait une pièce avec un auteur russe qui s'appelait Gabriel Harout. Et j'étais petit, comme ça, je passais près de la pièce où il travaillait, et j'entendais Harout qui disait, c'est un type qui a fait des pièces connues à l'époque, et il avait un accent russe, il parlait comme un hamburger, c'est-à-dire qu'il hachait les mots comme ça. Et il disait à ma mère, tu n'es pas en situation. Et c'est comme ça que j'ai appris, si vous voulez, la situation dramatique qui est essentielle pour moi. On y vient. Et donc, vos parents sont peu satisfaits de leur carrière respective parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent quand on écrit des livres ou quand on est journaliste, qui est le cursus de base de votre papa. Et ils vous encouragent à faire des études pour trouver un métier dit stable. C'est pourquoi vous faites des études de médecine, mais ce n'est pas vraiment fait pour vous. Oh, pas du tout, non. Non, au contraire. Déjà, les gens
en général, ne sont pas particulièrement réjouissants. Mais s'ils ont un eczéma en plus, ça n'arrange rien. Puis mon premier contact avec la médecine, je l'ai beaucoup raconté. Oui. Je peux le raconter de nouveau? Oui, bien sûr. Oui. C'est que j'étais donc stagiaire. Je suis arrivé dans la salle commune, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des chambres à 2 lits. Hein. Il y avait 80 malades. Et puis j'étais là très intimidé. C'était en médecine, pas en chirurgie. Et le professeur est entré, mais comme un vol de canard. C'est-à-dire qu'il y avait le professeur, les assistants, les internes, les externes et moi. Et on est allé au lit d'une dame qui s'appelait, je me rappelle, Madame Renard, qui avait une leucémie myéloïde. Et le symptôme de la leucémie myéloïde, c'est que vous avez une rate crénelée. C'est la leucémie des adultes, c'est-à-dire comme un château fort. Là. Alors tout le monde a commencé à tripoter la rate de cette pauvre femme. Et moi, j'attendais mon tour, en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et elle ressemblait à un Père Noël sans barbe. Elle était toute rouge, comme ça, pleine de cortisone. On en donnait trop à l'époque. Et finalement, le professeur me présente à Madame Renard en disant « Votre nouveau stagiaire, Francis Weber ». Et je lui serre la main et elle meurt. Aïe, aïe, aïe. Ça, je l'ai raconté, évidemment. Bien sûr. Parce qu'il y a de quoi. Bien sûr. Et donc, ça a été la mort de votre carrière dans la médecine. Oui, à peu près. À ce moment-là, c'est ça. Et à défaut de devenir chirurgien, vous vous inscrivez sans plus d'enthousiasme à la faculté des sciences pour satisfaire votre famille, qui vous imagine désormais ingénieur dans le pétrole. Mais encore une fois, c'est pas votre truc. Ouais, pas du tout, non. C'était affreux. Me retrouver sur une plateforme pétrolière avec un casque jaune, c'est pas que je trouve ça atroce, mais c'est pas mon truc. Puis en plus, j'étais en géologie, minéralogie, cristallographie. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus abstrait? Absolument pas. Voilà. Donc vous finissez par renoncer à vos études et durant votre service militaire, vous devenez reporter. Oui. Est-ce que c'était pour faire plaisir à votre papa? Pas du tout, non. Simplement, je voulais écrire depuis toujours. Et mon père me disait sans arrêt, et ma mère aussi, surtout n'écris pas. Trouve un métier avec un fixe. Ça revenait tout le temps, si vous voulez. Et là, au journal Bled, c'est le journal de l'armée d'Algérie, j'ai commencé à écrire. Et vous rencontrez Philippe Labro, Jacques Séguéla ou encore Cabu. Et on me prête toujours cette rencontre avec Cabu, j'ai jamais nié. Mais en fait, c'est Juste Jacquin. Cabu, je me souviens pas de lui, mais Juste Jacquin, c'est lui qui a fait Emmanuel. Oui. Bon, Labro, pas besoin de le présenter, et Séguéla non plus d'ailleurs. Qui est resté votre ami, je crois. Oui, on est restés tous les trois très amis. Et puis vous jetez l'éponge alors rapidement. Et à quel moment vous commencez votre carrière dans la comédie, Francis Weber? En fait, c'est après avoir été viré de RTL, j'étais pas très bon journaliste, si vous bien le dire. Vous faisiez quoi, les flashs? Malheureusement, parce que j'ai une voix plate, ce qui fait que les gens s'endormaient au volant quand ils écoutaient la radio, et j'ai peur d'avoir causé des accidents. Enfin, toujours est-il donc que je suis viré de la radio, et je me dis, je vais écrire. Et je demande à ma mère une de ses pièces de théâtre, elle en a écrit 2. Et c'était pour la distance, pour savoir combien de places, je n'y connaissais rien. J'écris ma première pièce qui s'appelait L'Enlèvement. En 68. Et oui, et je vais voir un producteur qui zozotait. Et il me dit, pourquoi vous écrivez une pièce? Pourquoi vous écrivez une pièce comme ça? J'étais un peu agressé, je lui réponds, parce que si j'écris un scénario, personne ne le lira. Et un roman, il y en a 800 à la rentrée littéraire. Alors peut-être qu'en écrivant une pièce, il n'y a pas beaucoup de jeunes auteurs au théâtre. Il me dit, c'est pas con ça, c'est pas con. Et il met ma pièce au sommet d'une pile énorme. Et je lui dis, bon, au revoir, et à dans 3 ans. Et le soir même, il téléphone et il me dit, je monte votre pièce au théâtre Édouard VII en septembre. Incroyable. Vous pensez que vous avez eu de la chance, Francis Weber? Oui. Vous l'avez provoqué. Comment ça s'est passé? Vous savez, Napoléon, quand il engageait un collaborateur, demandait est-ce qu'il a de la chance. C'est superbe, parce que j'ai eu de la chance comme tout le monde. Si vous n'avez pas de chance, c'est très difficile la vie, hein. C'est vrai, Francis Weber. Et il faut des gens pour vous donner votre chance. Alors, plusieurs œuvres, évidemment, des années de carrière, vos œuvres à l'écriture, Le Grand Blond avec une chaussure noire au cinéma, L'Emmerdeur également à la réalisation, La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, Le Placard, Le Dîner de Cons, puisqu'après le théâtre, un petit dégoût, donc vous décidez de finalement faire ce fameux scénario et vous en faites plusieurs. Vos scénarios privilégient le burlesque, toujours réglé sur une mécanique de boulevard. C'est ce que vous aimez le plus. C'est jamais burlesque. Vous connaissez la définition du burlesque. C'est très particulier. Moi, je me rappelle, je travaillais avec Yves Robert sur Le Grand Blond. Et je lui dis, j'ai une idée de générique. On a une ampoule, comme ça, c'est une histoire d'espionnage, et une mouche qui se pose dessus. Et quelqu'un tire sur l'ampoule, et quelqu'un tire sur la mouche,
et la mouche tombe. Et il me dit, ah non, ça c'est pas bien. Non, il dit, le burlesque, c'est quelqu'un tire sur l'ampoule et la mouche reste en l'air. Donc ça n'est absolument pas rationnel, le burlesque. Alors que ce que je cherche à faire, moi, c'est des histoires qui se tiennent, même si elles sont dans l'humour, en exagération par rapport au réel, si vous voulez. Peut-être pour ça qu'on dit que vous faites du burlesque, à défaut. Une erreur. On peut se tromper. Une erreur de mots. Oui. Il est vrai, Francis Weber. Vous reposez alors sur un duo comique, très souvent. Comment vous avez choisi vos nombreux duos ? Écoutez, ça n'a pas été simple, parce que je me souviens que pour le jouer, par exemple, c'était évident qu'il me fallait Pierre Richard. Et puis ensuite, j'ai créé La Chèvre, et là, il me fallait donc un comique et un contre-champ de comédie. Le contre-champ de comédie, c'est une espèce de mur en face du comique, qui est une balle en mousse qui rebondit sur le mur, comme ça. Et je propose La Chèvre à Lino Ventura, qui apparemment l'accepte. Et au moment où je lui propose Villeray, qui est un type que je trouvais très très drôle, il me dit « j'en veux pas ». Je dis « pourquoi ?» Il me dit « c'est un acteur lent, c'est un acteur de la Loire ». Je n'ai pas compris pourquoi les acteurs de la Loire étaient lents. Enfin. Et puis tout à coup, Ventura s'en va, comme ça, et je me retrouve sans acteur. Alors j'appelle Pierre Richard, et je lui dis « tu veux faire un autre film avec moi ?» Il me dit « bien sûr ». Et maintenant, il faut trouver le contre-champ de comédie. Et il me fallait l'équivalent de Ventura, c'est-à-dire un type costaud comme ça, en face du clown. Et mon agent me conseille Depardieu. Je dis Depardieu, mais il n'a fait que des films sérieux, quasiment. 7 morts sur ordonnance, des trucs de genre, La dernière femme. Est-ce qu'il joue la comédie vraiment ? Et il me dit, t'as qu'à les inviter à dîner et les observer face à face pour voir si la chimie prend. Et je me rappelle, on était installés dans un restaurant et vous aviez d'un côté Pierre, de l'autre côté Gérard. Et j'étais là comme un arbitre de tennis, comme ça. Et quand Pierre, ça je l'ai raconté aussi, quand Pierre mange, non seulement il se salit lui-même, mais il salit le type qui est en face, dans la passion, comme ça. Et Depardieu était plein de miettes d'œufs durs, de ketchup, et il achetait pour la première fois le regard incrédule de Campana sur Pignon ou sur Perrin, si vous voulez. Et c'est de là que ce duo est né, et peut-être aussi de là, de grâce à vous, que Depardieu a continué à jouer des comédies. Ah oui, mais Dieu merci, parce que c'est un immense acteur. Immense acteur. Vous avez beaucoup écrit, Francis Weber, pour Pierre Richard, mais vous pensez que ce n'est pas une bonne recette parce que généralement, l'acteur qu'on s'imagine vous refuse le script. Ah oui, toujours, ou presque. Mais qui vous refuse à vous, Francis Weber ? Ah non, c'est pas le problème. C'est ou bien ils ne sont pas libres, ou bien ils ne s'entendent pas avec le producteur sur une histoire d'argent, vous voyez. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de vous du tout. Moi, je me souviens... Et puis aussi, ils peuvent refuser pour des raisons morales. C'est très curieux. Je me rappelle, j'ai écrit un film qui s'appelait Le téléphone rose, où Mireille d'Arc était une escorte, une call girl. Et on l'a collé à un commerçant qui voulait vendre son usine aux Américains et il voulait l'adoucir. Et il m'appelle, j'ai lu ton script, comme ça. Ventura. Ventura, oui, vraiment. Alors le tueur, j'ai lu ton script, il faut que je te voie. Je dis, alors ça va mal se passer. Et je me retrouve dans un restaurant vietnamien, je me souviens. Il était installé en face de moi et il me dit... Lino tombe pas amoureux d'une pute. Alors là, je suis pris de court. Je lui dis, mais Lino, c'est pas toi, c'est le personnage. Il me dit, t'as un point, là. Ah bon, très bien, c'est fini. Pas du tout. T'as un point, mais Lino tombe pas amoureux d'une pute. Et ça continue comme ça. Et je me dis, ben alors bon, renonçons à Lino. Et je suis passé sur Pierre Mondy. Et c'est ce qui a fait ce très beau film. Francis Weber, dans votre autobiographie, Que ça reste entre nous, sortie aux éditions Robert Laffont en 2010, vous dites que votre mère écrivait aussi des romans. Elle avait un personnage phare dans tous ses écrits du nom de Franck, qui était votre beau-père. Est-ce que cela vous a aussi longtemps voulu le fait d'avoir votre pignon dans toutes vos œuvres ? Ce personnage récurrent. C'est possible. En fait, moi, tous les personnages de ma mère s'appelaient Christine, les personnages féminins. Et toutes mes héroïnes de cinéma et de théâtre s'appellent Christine. Mais c'est pas Franck. Franck, c'est bizarre parce que, en fait, c'était un amour de ma mère. C'était pas du tout c'est pas mon beau-père. C'est un super pilote de planeur américain qui est passé. Il s'est rien passé entre eux parce que bon, elle l'a rencontré. Elle me le décrivait comme un héros. Et il est arrivé une fois à la maison, il m'a donné son insigne de pilote de planeur. Inutile de vous dire que c'était devenu mon héros aussi, et ma mère l'a mis dans tous ses romans. Et justement, est-ce que vous ne pensez pas que cette rencontre avec ce fameux Franck et cet insigne vous a donné l'envie, le goût des États-Unis, puisque depuis 80, vous êtes parti là-bas ?
Oh, ça s'est passé bien différemment, en fait. C'est que j'étais juré au Festival de Cannes, et il y a un petit bonhomme qui s'approche de moi et qui me dit je m'appelle Jeffrey Katzenberg, et on aime ce que vous faites. Venez chez nous. Et je lui réponds, mais qu'est-ce que je vais y foutre? En gros, en anglais. Hein. Et il me dit, on trouvera toujours quelque chose. Et moi, je venais de faire La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. Et j'avais l'impression d'avoir atteint un pic. Je ne pouvais pas aller plus haut. Vous aviez fait la Coupe d'Europe, dites-vous. À ce moment-là, c'était un peu comme la Coupe d'Europe et vous vouliez jouer en Coupe du Monde. Mais bravo, vous avez bien résumé. C'était un petit peu ça. Francis Weber, vous avez fait jouer les plus grands de la dernière décennie, Lino Ventura, Jacques Brel, Depardieu, Pierre Richard, Jean-Paul Belmondo, Patrick Bourrel, Jean Reno, Jacques Villeray, Thierry Lhermitte et j'en passe. Qui est pour vous le plus grand? Qui vous a le plus marqué? Écoutez, moi j'ai eu dans ma vie 3 rencontres. Des vrais qui étaient évidemment Depardieu, Pierre Richard et Jacques Villeray. Les autres, je ne les ai pas mis en scène parce que Molinaro a mis en scène L'Emmerdeur. Moi, je l'ai écrit seulement. J'ai écrit la pièce et puis l'adaptation. Donc, je n'ai pas directement travaillé avec Lino. Belmondo, j'ai refait complètement le professionnel parce que j'ai fait ce qu'on appelle une consultation sur scénario, vous voyez. C'est un scénario d'Audiard que j'ai réécrit de la première à la dernière ligne. Mais je ne l'ai pas dirigé, Belmondo. Belmondo est devenu ensuite mon directeur de théâtre parce qu'il avait racheté les variétés. Et donc, j'ai connu comme directeur de théâtre, mais pas comme interprète. Et il me demandait toujours de lui écrire un film. Et ça ne s'est pas fait, en fait. De Funès m'a demandé de lui écrire un film. Je me rappelle, on est allés déjeuner ensemble à la maison du Danemark. Et j'avais ce type qui est un clown extraordinaire, avec de très beaux yeux, bizarrement. Et sa femme se plaignait toujours que les chefs opérateurs faisaient pas ressortir ses yeux. Et je l'avais en face de moi et il était d'une timidité extraordinaire. Quand vous avez vu Oscar, vous n'y croyez pas. Et il était là comme ça et il m'a donné une leçon de cinéma à table. Il m'a dit, quand tu écris une scène, supprime la dernière réplique. Je dis pourquoi? Parce qu'avec la dernière réplique, tu fermes la porte. Et il faut ensuite en rouvrir une autre. Tu laisses la porte ouverte en coupant la réplique et tu passes en dynamique à ce moment-là. Et c'est ce que vous faites dans Le Tourbillon, il me semble, qui est actuellement votre nouvelle pièce où vous êtes à l'écriture mais aussi à la mise en scène. Francis Weber, Le Tourbillon actuellement au Théâtre de la Madeleine. L'histoire de notre époque alors pleine de bruit et de fureur, dites-vous. Ah oui, c'est pas moi au départ, c'est Faulkner. Enfin. Et c'est Shakespeare d'ailleurs, Full of Sound and Fury. Pourquoi? Parce que l'époque est totalement grotesque. D'un côté, il y a une tragédie épouvantable que je n'énumérerai pas jusqu'à ce soir, mais de l'autre côté, il y a des précieuses ridicules que Molière a très très bien stigmatisées. Et là, je ne vous les citerai pas non plus. Mais les surmulots, mais toutes ces choses-là, c'est extraordinaire. Ce qui fait que je me suis dit, on ne peut pas ne pas tremper sa plume dans l'encrier de ces ultras, de droite ou de gauche. Il y a comme un comique d'actualité dont vous vous servez pour la scène, Francis Weber, et vous parlez alors de l'histoire de Norbert, Sophie, Christine et Eric. Parlons de l'histoire brièvement. Norbert, c'est un flic primaire, à mon sens, un tantinet nerveux qui frise un peu la bavure et qui doit passer devant l'inspection générale de la police pour brutalité, alors que dans le même temps, il vient secourir sa sœur Christine, qui a son mari Eric en pleine dépression suite à une démission de sa radio rachetée par un groupe qu'il ne cautionne pas. Moi, je ne peux pas m'empêcher de voir l'actualité là-dedans, peut-être le rachat d'Europe 1 par Bolloré, je ne sais pas. J'ose pas dire trop de noms, vous savez ce qu'on vit dans une terreur totale tout le temps maintenant. Et si vous voulez faire une critique de cette société, il faut passer entre les torquemadas des réseaux sociaux, entre toutes ces choses-là. Donc il faut y aller sur la pointe des pieds. Il y a dans cette pièce des thèmes extrêmement forts, Francis Weber, les violences domestiques, la PMA indirectement, l'homosexualité, le mariage pour tous, la corruption de valeurs dans le travail potentiellement, je vous achète pour penser comme moi, pour épouser ma ligne éditoriale, MeToo, la délation sexuelle et sa limite, parce que l'agression sexuelle peut se faire maintenant avec les yeux. On peut jouer un petit peu de tout ça dans votre... Mon Dieu, quelle belle synthèse, en tout cas, j'aurais pas fait mieux, moi. Non, mais évidemment, en jouer, et puis surtout, peut-être arrêter ça, vous voyez, parce que ça va changer, c'est fatal. Je vous rappelle le macartisme en Amérique, et là, on a l'impression de vivre un macartisme de gauche. Et je suis ni de gauche ni de droite, parce que je m'en fous, moi. La politique, je la comprends pas, et j'ai l'impression que c'est pareil des deux côtés, ce qu'il ne faut peut-être pas dire.
Enfin, toujours est-il donc que McCarthy a fait partir d'Amérique des génies qui, avec une nuance de soupçon de communisme, étaient obligés de s'enfuir. Là, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont peur de parler, de dénoncer, si vous voulez. Francis Weber, est-ce que vous faites partie des gens qui pensent que c'était mieux avant ? Non. Moi, je pense, vous savez, j'ai vécu la guerre, mon frère a été tué en Algérie, etc. C'est-à-dire que j'ai vécu tous les drames possibles. Donc, je ne pense pas que les choses sont mieux avant. Je pense qu'elles sont plus exacerbées pendant les périodes difficiles. Par exemple, les incroyables, les merveilleuses après la Révolution, qui montraient leur sein, tellement il fallait exciter des hommes amoindris par les horreurs de la Révolution. C'était des époques fortes et aussi ridicules. Ridicules parce qu'il fallait compenser la tragédie. Quelle époque on est en train de vivre, Francis Weber ? Tragique. Tragique entre ce qui se passe en Ukraine, entre les problèmes d'inflation, les problèmes d'énergie, etc. L'Arménie aussi. Et l'Arménie, c'est atroce. Parce que je vous répète, moi, je suis des deux côtés. C'est-à-dire que j'ai vécu mon père convoqué par la Gestapo, parce que sa mère était juive. Et j'ai vécu les histoires que me racontaient mon grand-père et ma grand-mère de massacres turcs, de génocide, d'une certaine manière, donc, par Abdulaziz et Abdulhamid, les deux sultans. Francis Weber, il y a 2 ans, vous avez failli réaliser pour Prime Video un nouveau film, Le Pitre, avec Kev Adams dans le rôle principal. Mais le projet, vous ne l'avez pas fait. Il était présenté comme une méditation sur le théâtre et la création, mais il n'a pas été abouti. Il voulait raconter l'histoire d'un commis qui se retrouvait à jouer dans une pièce dramatique sur la Shoah. Pourquoi ce projet n'a pas vu le jour ? Mais tout simplement parce que d'abord, pour le distribuer, ça a été très difficile. Le casting, en fait, si vous voulez, les jeunes gens que je recevais pour jouer le rôle, presque tous les one-man shows, les stand-up, comme on dit en anglais, sont juifs. Et ils ont l'humour juif. Et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement drôles. Mais à un moment donné, donc, l'acteur juif devait se mettre en uniforme nazi. Et tous ont dit, mais non, je ne peux pas, si ma famille voit ça, ça va être horrible. Et en même temps, je pensais, mais enfin, dans les producers, vous avez Zero Mostel et Marty Feldman qui montent sur le penthouse, enfin sur le toit d'un colombophile nazi, pour lui acheter une pièce dégoûtante et qui repartent avec un brassard nazi dans les rues de New York. À l'époque, on pouvait peut-être rire de ça. Maintenant, c'est plus possible. Maintenant, c'est différent. Donc, c'est un petit peu ce qu'on se disait quelque part. Oui. Aujourd'hui, il y a la tragédie, mais on ne peut plus forcément rire de tout. Ah, mais moi, je ne peux pas rire de ça, de toute façon. Mais simplement, j'ai essayé tout le temps de compenser, de dire, mais ça n'a pas fonctionné parce que, je vous dis, je ne trouvais pas de casting, en fait. Le casting était trop difficile. Ouais. Vous allez rester avec nous, Francis Weber et nos auditeurs, puisqu'on continue cette émission avec mon invité Francis Weber, scénariste et metteur en scène de la pièce de théâtre Le Tourbillon, qui se joue en ce moment au Théâtre de la Madeleine. Dans un instant, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 30. Radio J with Serial Sarah Cohen. Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. On adore ce nouveau générique. 15h33 sur Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Francis Weber, scénariste et metteur en scène de la pièce de théâtre Le Tourbillon, en ce moment au Théâtre de la Madeleine. Et bien sûr, on va encore parler de cette pièce de théâtre ensemble, Francis Weber. Pourquoi c'est une bonne pièce de théâtre à votre sens ? Je n'en sais rien du tout. Vous savez, malheureusement, les auteurs ne savent jamais ce qu'ils écrivent. Je suis marié avec une femme depuis 60 ans, vous vous rendez compte, et elle ne rit pas. C'est effroyable pour un comique. Elle ne rit que quand Non. les gens tombent. C'est ça. Je ne C'est peux pas ça. faire un film où tout le monde se casse la gueule sans arrêt. Ce serait compliqué, c'est vrai. Mais C'est vrai. j'ai eu des mésaventures avec elle, parce que je l'appelle pour lui lire ce que je fais, elle est impassible. On dirait Buster Keaton dans ses films. Du coup, ce que j'ai envie de vous demander, Francis Weber, c'est que vous avez toujours ce regard est important pour vous. On en parlait tout à l'heure, la critique notamment sur les réseaux sociaux. Vous en faites très attention. Ce regard des gens qui viennent vous voir, vous y portez attention, quitte à modifier les choses parfois. Absolument. Là, je suis en train de fignoler un peu, parce que dans le temps, on avait une semaine de tournée en province. Et on pouvait voir ce qui allait, ce qui n'allait pas.
Et là, je suis en train de fignoler un petit peu. C'est pour ça que quand on me demande la pièce pour l'instant, je ne la donne pas. Je préfère attendre d'avoir fini mon travail, si vous voulez. Ce qui ne veut pas dire que les gens qui voient la pièce en ce moment ne la voient pas. Mais c'est des toutes petites choses que j'arrange comme si... Vous savez, il y a un type qui s'appelait Jacques Tati, dont vous vous souvenez sans doute. Il continuait à monter son film quand le film était sorti. Comment il faisait? Mais simplement pour lui, par perfectionnisme. Parce qu'il pouvait, ça ne servait à rien. Mais on peut toujours modifier Francis Weber. On peut modifier sans arrêt. À qui le dit-vous? Donc à un moment donné, il faut s'arrêter. La pièce, en tous les cas, elle est aujourd'hui tout à fait visible, puisque je l'ai vue. Elle est merveilleuse. Mais c'est gentil. Mais c'est pas le problème. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est peut-être un mot que je change. C'est le souci du détail. Vous avez ce souci du détail. Vous savez, c'est tellement important, le mot juste, tout simplement. Moi, je me souviens, ma femme, un jour, puisque je vous en parlais, je l'ai fait venir dans mon bureau au moment où Carmé était passé de médecin à vétérinaire. Et il était un vétérinaire sénile qui prenait Depardieu pour un chien. Et je lui lis, il avalait la babale, il a avalé la babale en jouant. Oui. Je ne sais pas si vous savez. Elle me dit, non, tu ne vas pas écrire ça. C'est terrible. Mais c'est vrai que, alors, pour trouver ce vétérinaire à la place du médecin, c'était 3 semaines de souffrance. Hein. Beaucoup vous demandent si dans cette pièce il y a le fameux pignon. Alors vous dites que non, mais j'ai l'impression quelque part, alors pardonnez-moi, que si quelque part dans le rôle de Philippe Lelouch, il y a quand même ce côté un petit peu comique de situation malgré lui. Non, en fait, Lelouch a trouvé une idée qui est qu'il se présente ensuite dans le dernier coup de fil en disant « Ici Norbert Campana ». C'est-à-dire qu'il a pris le rôle du contre-champ de comédie. Et il a raison, c'est pas du tout un Pignon. Pignon, c'est un petit homme dans la foule qui petit à petit finit par rattraper le héros, c'est-à-dire le contre-champ de comédie. Là, pas du tout. Lui, c'est une brute qui tabasse les gens. Il rattrape un petit peu, finalement, qui n'est pas le héros, mais le Eric, quelque part, qui est en fait son beau-frère, qui est en dépression, disons-le pour nos auditeurs qui n'ont pas vu la pièce. Donc, il y a ce Norbert qui est donc joué par Philippe Lelouch. Remarquable. Qui est incroyable. Ah, c'est un comique extraordinaire. On s'attache à lui. Il est incroyable, très sincèrement. Bon, c'est un grand acteur de théâtre maintenant, Philippe Lelouch. Oui. Et face à lui, Metzger, donc, qui est Eric. C'est un premier prix de conservatoire il y a quelques années. Qui joue très bien. Et Caterina Murino, que j'ai vu mourir dans un film de James Bond. C'était une James Bond girl. Et qui joue aussi dans Comme les 5 doigts de la main, qui joue la femme de Patrick Bruel dans ce film-là. Ah oui, Bruel, je l'ai fait travailler, moi, dans le Jaguar. Et donc par rapport à cette scène-là, on voit finalement les rôles un peu s'inverser à un moment donné. Ah oui, mais c'est une pièce miroir. Dans un premier temps, vous avez la dépression du journalisme, et dans un deuxième temps, la dépression du flic. C'est ça. Donc finalement, ils finissent par se retrouver à un moment donné. Et on va laisser les auditeurs venir voir la pièce, évidemment, pour s'en faire une idée. Allez-y, la pièce de Francis Weber. Donc, Le Tourbillon est en ce moment au Théâtre de la Madeleine. Et puisqu'on parle de théâtre dans cette émission, on découvre du théâtre et toute la culture du moment, Francis Weber, ou même d'avant, selon vos goûts, pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Au théâtre. Et tout de suite, on part au théâtre avec David Roffé-Sarfati sur un regard sur votre œuvre, Francis Weber, et une nouvelle proposition autre que la vôtre, Le Tourbillon, actuellement sur scène, une autre pièce qui s'appelle Les Enfants. Bonjour David. Bonjour Cyrielle, bonjour à votre formidable invité Francis Weber. Il est réalisateur, scénariste, dramaturge, comédien aussi. Il est aussi un merveilleux dialoguiste. Son écriture s'intéresse toujours à la question du vivre ensemble, de comment ça marche, une amitié ou pas, de comment on compose ou pas avec son voisin. En un mot, comment on se supporte entre contemporains. Quand on pense au théâtre et au cinéma de Francis Weber, on pense à tous les duos de théâtre et les duos de cinéma. On pense à ses comédiens, à Pierre Richard, Gérard Depardieu, Richard Berry, etc., etc. Francis Weber, c'est dès 1969 Le Contrat, rejoué en 2005, qui est devenu L'Emmerdeur. Emmerdeur la pièce, Emmerdeur le film. C'est en 2014 la pièce Le Placard, avec Daniel Auteuil. Weber écrit ses pièces et dialogue avec un biais burlesque. La mécanique est celle du boulevard, mais ne nous y trompons pas, il y a chez lui une passion secrète de rendre compte de nos vies et de l'ère du temps. Voilà, c'est pour ces raisons-là que je voulais faire découvrir à Francis
Une pièce qui se joue en ce moment au Théâtre de l'Atelier avec 3 immenses célébrités. Avec Cécile Brune, l'ancienne sociétaire de la Comédie Française, avec Dominique Valadier, ancienne pensionnaire de la même Comédie Française, avec Frédéric Pierrot, le désormais célèbre docteur Dayan de la série En Thérapie. La pièce raconte une rencontre après un drame écologique. Un couple d'ingénieurs nucléaires à la retraite vit quelque part au bord de la mer, près d'une centrale qui vient d'être touchée par un tsunami. Un soir, débarque une collègue ingénieure qui a participé, elle aussi, à la construction de grandes centrales. Elle débarque après plus de 30 ans et elle vient pour leur faire une proposition tout à fait étonnante, que vous me pardonnerez ne pas révéler. La pièce est un huis clos à l'humour noir. C'est encore une fois écrit à la Francis Weber, c'est-à-dire entre boulevard, questions de société, interrogations philosophiques, suspense, audace. La pièce pose la question du progrès, la question de la responsabilité des adultes face à l'avenir de leurs enfants. Et puis, il y a dans cette pièce l'art du dialogue et le plaisir de voir ces comédiens hors pair. Quelque chose que Francis Weber connaît bien et maîtrise parfaitement. La pièce s'appelle Les Enfants. Elle est à retrouver au Théâtre de l'Atelier du mardi au samedi à 21h, le dimanche en matinée à 15h. Et merci beaucoup David Roffé-Sarfati. C'est l'occasion de vous demander, Francis Weber, si en écrivant pour le théâtre, vous allez au théâtre. Bien sûr que je vais au théâtre, j'adore ça. Mais je suis en Amérique, c'est-à-dire que je passe 6 mois en Amérique, 6 mois en France. Quand vous êtes là, est-ce que vous allez voir ? Quand je suis là, j'essaie de voir ce qui se fait, évidemment. Oui. Ça vous inspire ou au contraire, vous dites... Vous savez, Tristan Bernard disait un truc, j'ai honte de le dire, hein, mais il disait quand c'est bon, ça m'emmerde, et quand c'est mauvais, je m'emmerde. Donc on s'ennuie tout le temps, sauf avec vous, Francis Weber. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J. L'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Francis. Bonjour. C'est le moment de la chronique émotion. On va s'intéresser à des artistes que vous aimez. Alors on commence tout de suite en musique avec votre chanteur préféré. Les auditeurs ne seront pas surpris de savoir qu'il s'agit de Georges Brassens. Alors Georges Brassens, un artiste qui vous colle à la peau. Francis Weber, puisqu'il est évidemment associé à votre plus grand succès au cinéma, Le Dîner de Cons. Mais c'est toute son œuvre que vous aimez, et pas seulement la chanson qu'on entend dans votre film. Georges Brassens, c'est même une histoire de famille, puisque je crois savoir que l'un de vos fils qui habite aux États-Unis et qui, selon vos dires, est très américanisé, est lui aussi un très grand fan de Georges Brassens, et il en a même tous les disques. Alors la chanson que l'on peut entendre, c'est « Il n'y a pas d'amour heureux », sorti en 1953. Une chanson qui reprend un poème que Louis Aragon avait écrit en 1943 et dans lequel l'auteur y exprime sa conception de l'amour comme un absolu inaccessible. Et cette chanson vous a touché, Francis Weber. En particulier cette phrase « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Et visiblement, vous avez entendu ce que disait Louis Aragon, puisque apprendre à vivre, c'est quelque chose que vous avez su faire avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez en effet déclaré « Avec le temps, j'ai énormément changé, j'ai appris l'humanité », un des mots très forts, et vous ajoutez « Avant, quand je voulais séduire une femme, au lieu de m'intéresser à elle, je cherchais à voir l'effet que je lui faisais dans les yeux. C'est absurde et narcissique, ce sont vos mots. Puis j'ai découvert que la femme qui est en face de vous peut être très intéressante en soi. J'ai compris beaucoup de choses. » Vous vous souvenez avoir dit ça, Francis Weber ? Bien évidemment. Et je peux vous réciter « Il n'y a pas d'amour heureux » par cœur. C'est formidable, le temps d'apprendre à vivre. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour le moindre frisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Et c'est vrai que j'étais macho et con, c'est des choses qui s'adaptent petit à petit. On évolue avec son temps. On évolue, Dieu merci. Ouais. On poursuit notre voyage dans votre univers musical, Francis Weber, avec un compositeur que vous adorez, Jérôme. Oui, et ce compositeur, c'est Giacomo Puccini. Alors, on peut entendre dans le casque Turando. Puccini, c'est l'un de vos compositeurs préférés et il a été utilisé par de nombreux réalisateurs, tels que Coppola, Clint Eastwood, Tony Scott ou encore Woody Allen. Ça vous situe un petit peu la musique. La musique, vous dites souvent même qu'un réalisateur, quand il a choisi la bonne musique, il a fait 50% du job. Bref, Puccini, au-delà de son génie créatif, moi, ce qui me marque chez lui, c'est sa vie qui aurait pu être une pièce de théâtre écrite par vous-même, Francis Weber. Si les auditeurs ne connaissent pas la vie de Puccini, c'est digne d'une de vos pièces. Résumé. Puccini, il naît en 1858 dans la région de Toscane en Italie. À 24 ans, il rencontre une jeune femme, Elvira, qui deviendra plus tard son épouse. Mais au moment où il la rencontre, elle est déjà mariée avec un autre homme.
Puccini veut quand même tenter sa chance, d'autant que le mari d'Elvira est souvent absent et très peu soupçonneux. Lorsque la belle Elvira demande à Puccini de lui donner des cours de piano, il accepte avec joie. C'est alors que naît une liaison entre l'élève et son maître. Alors, une liaison que les deux tourtereaux veulent cacher, sauf qu'ils ne sont pas du tout discrets. Tout le village de Lucchese, en Toscane, désolé pour la prononciation, il est au courant. Enfin, à une exception près, puisque le mari trompé est le seul de toute la région à n'y voir que du feu. Une situation digne d'un vaudeville ou d'un Francis Weber, j'ai envie de dire. Les deux amoureux finissent par partir vivre ensemble, mais l'histoire incroyable de la vie de Puccini ne s'arrête pas là. En 1909, la domestique de Puccini se suicide par empoisonnement après avoir été accusée par Elvira, la femme de Puccini, d'avoir eu une relation avec le compositeur. Sauf qu'en réalité, c'était la sœur de la domestique qui avait une liaison avec Puccini. Et la domestique, elle, ne servait que de médiatrice entre les deux amants, et elle s'est suicidée pour ne pas trahir un secret qui devenait trop lourd à porter. Une histoire incroyable. Vous auriez pu l'écrire, hein, Francis Weber, cette vie. C'est fabuleux de toute façon, hein, c'est extraordinaire. Voilà un homme à qui il est arrivé plein de choses. C'est ça, et encore une fois, ça se vérifie que les histoires de vie sont les plus inspirantes, évidemment, pour le théâtre. Vous savez ce que disait quelqu'un que j'ai oublié d'ailleurs, parce qu'il a dit, mais lui, il disait la différence entre la vie et la fiction, c'est que la fiction a besoin d'être vraisemblable. Exactement. Et la vie, pas du tout. Ce que vous racontez là est extraordinaire, que le seul qui ne sache pas, alors que tout le village sait, c'est le cocu. C'est extravagant, écoutez. Et c'est du comique, on est d'accord. On poursuit avec de la littérature, Jérôme. Oui, et votre livre de chevet du moment, Francis Weber, c'est Le Grand Monde, de Pierre Lemaître. Oui. Qui, on le rappelle, a obtenu le prix Goncourt en 2013. Alors, Le Grand Monde, c'est une fresque romanesque en plusieurs volumes, dont le premier est sorti en janvier dernier. L'histoire se déroule durant les 30 Glorieuses et raconte la vie de la famille Pelletier. On peut résumer le livre ainsi, et là encore, il lirait presque du Francis Weber. 3 histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une mort tragique, une épouse impossible, une descente aux enfers, un imbécile, un chat, une passion soudaine et irrésistible, et puis quelques meurtres, pour couronner le tout. Là encore, comme je viens de le dire, on aurait presque l'impression d'être devant un brouillon de l'une de vos pièces ou de l'un de vos films, Francis Weber. Alors, ce qui marque dans l'œuvre de Pierre Lemaître, c'est sa capacité à savoir mélanger dans son œuvre l'horreur et l'humour, et ce n'est pas sans rappeler quelqu'un que vous admirez, je crois, un certain Billy Wilder, un réalisateur et scénariste que vous appréciez et qui avait la particularité d'exceller à la fois dans les films noirs et la comédie. Billy Wilder, un talent fou, mais pas toujours bien considéré. On dit souvent que les comiques, on les aime, mais qu'on les traite avec condescendance. Eh bien, Billy Wilder, il subissait un peu ça, et il avait eu une phrase absolument géniale à ce sujet, puisqu'un jour, éreinté par la critique malgré des films qui cartonnaient, il a déclaré « Je vais aller pleurer sur le chemin de la banque ». Alors, est-ce que vous pourriez vous reconnaître dans cette citation, vous qui déclariez à propos du manque de reconnaissance que vous avez pu avoir par vos pairs, comme le disait Alphonse Allais, je préfère entrer à la poste qu'à la postérité. C'est une phrase de vous-même. Oui, j'adore ça, mais je me rappelle que j'ai eu un hommage à Cannes. Et j'ai vu un journaliste de Los Angeles Times qui s'appelle Kenneth Turan et qui était stupéfait que j'ai un hommage. Et il m'a simplement dit, mais comment ça se fait que vous ayez un hommage ? Et j'ai répondu, parce qu'ils ont vu mon taux de cholestérol et de sucre. Et ils savent que je vais mourir, alors ils me donnent un hommage. Il s'est marré et puis il a compris que sa question était malvenue. Et il vous a fait un bon papier. Très bon. Oui. Très, très bon. Francis Weber, Bill Wilder, c'était quelqu'un que vous aimiez beaucoup. C'était peut-être même votre modèle, non ? Oui. Simplement, je l'ai tué. Pourquoi ? Je vais vous le dire, comme on dirait Sarkozy. Eh bien, je vais vous le dire. En fait, c'est que le dernier film qu'il ait fait, c'est le remake de L'Emmerdeur. Il devait décéder quelques semaines plus tard, mais j'étais heureusement en France à ce moment-là, donc j'ai un alibi, si vous voulez. Mais il a loupé son coup parce qu'il a travaillé... Billy Wilder lui-même disait, il ne faut pas vieillir avec ses acteurs. Et c'est vrai. Et il a retravaillé avec Jack Lemmon et Walter Matthau. Et évidemment, ils étaient trop vieux pour les rôles. Lui était peut-être malheureusement trop vieux pour le faire et ça n'a pas marché du tout. Et je m'en veux presque. Vous parlez de remake, on va terminer avec du cinéma puisque justement un remake de l'un de vos films cultes arrive bientôt en salle, Francis Weber. Oui. Alors oui, il s'agit du film Le Nouveau Jouet qui sortira le 19 octobre prochain. Un remake du Jouet sorti en 1976 avec Pierre Richard, vous l'évoquiez tout à l'heure, et réalisé cette fois-ci par James Hutt. Alors cette fois-ci, on retrouvera au casting Jamel Debbouze et Daniel Auteuil. On écoute un extrait de la bande-annonce. Vous êtes plutôt du matin ou du soir ? Plutôt du midi.
Votre père m'a dit que vous ne deviez pas partir sans le cadeau parfait. Je veux ça. Ah non, ça, on peut pas vous le donner, non. Mon père va être déçu. Qui est ce monsieur? Bah, mon nouveau jouet. Votre rémunération serait à la hauteur du désagrément. C'est pas une question d'argent. Au revoir. 2000 € par jour. Alors, dans le nouveau jouet, Jamel Debbouze prend donc la place de Pierre Richard. Il incarne Samy, un jeune de banlieue choisi pour être le jouet du fils de l'homme le plus riche de France, en l'occurrence incarné par Daniel Auteuil. Alors, vous avez déclaré à propos de ce remake, Francis Weber, « J'ai aimé le résultat. Alors que mon film était froid, il y a dans ce remake une chaleur humaine et c'est un apport formidable. » La chaleur humaine, quelque chose que vous avez appris à apprécier avec le temps, Francis Weber, et pas que dans vos films. En début de chronique, je citais Louis Aragon et repris par Brassens, qui disait que le temps apprend à vivre. C'est définitivement votre cas, puisque vous avez déclaré « Avant, j'essayais surtout d'être brillant, numéro 1, faire rire, et puis j'ai découvert que l'autre existait. La vie m'a rendu plus humaniste, plus indulgent, plus que les gens brillants, j'ai appris à aimer les gens bien. » Alors des mots très forts et très émouvants de vous-même qui font penser à une citation de Georges Brassens qui disait, et c'est par là que je terminerai, « La seule révolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même en espérant que les autres fassent la même démarche. Le monde ira mieux alors. » Bravo, magnifique chronique, cela dit. Merci. Mais non, je le pense. Très joliment raconté, évidemment, mais l'occasion de vous demander, Francis Weber, ce nouveau jouet, ce nouveau film, est-ce que vous avez eu un regard dessus? Non, absolument pas. Vous savez, j'ai eu 8 remakes en Amérique. Et le premier remake, c'était Le Jouet, avec Jackie Gleason et Richard Pryor. Et gentiment, j'ai téléphoné à Richard Stark, le type qui faisait donc le remake, le producteur. Je suis tombé sur sa secrétaire. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez que je donne un coup de main à vos scénaristes? C'est moi qui ai écrit l'original. Elle m'a répondu, on vous rappelle, ils n'ont jamais rappelé. Incroyable. Mais non, mais c'est normal. Vous savez, c'est très particulier. Un remake, c'est un truc qui vous sort complètement des mains. Complètement. Puisque c'est un remake. Vous allez adapter aussi Le Tourbillon au cinéma, il semblerait. Tout est possible, évidemment. Là, pour l'instant, vous savez, je me dis, est-ce que je serai encore vivant dans une semaine? Mais bien sûr que oui, on ne sait jamais dans la vie. Non, on ne va pas se mettre l'œil comme ça, Francis Weber. Vous restez avec nous. Je ne sais plus, un copain à moi qui s'appelait Gérard Lausier, qui était adorable, un chroniqueur, dessinateur, scénariste, m'a dit, ce qu'il y a bien avec la vie, c'est qu'elle est toujours inattendue. Et c'est vrai. Est-ce que ça vous fait peur, ça, Francis Weber? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors, je vais vous dire une chose, il y a une chose que je ne crains absolument pas, c'est la fin de vie. Étant donné que c'est programmé au départ, c'est-à-dire en vous mettant au monde, votre mère vous met sur le couloir de la mort. Et à partir de ce moment-là, que c'est idiot d'avoir peur. Ce qui est convenu n'est pas effrayant. Alors, on va essayer de rire. En attendant, Francis Weber, tout de suite, c'est le coup de fourchette avec Sam Bérébi qui vous cuisine sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilatée. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Sam. Bonjour Cyrielle, bonjour Francis Weber. Bonjour. Je suis très heureux d'être là assis à côté de vous. Donc qui dit coup de fourchette dit plat. Donc je sais que votre plat préféré c'est la sole meunière. Oui. Je vais rappeler ce que c'est la façon meunière pour les auditeurs, c'est-à-dire couvert de jus de citron, puis de beurre noisette et parsemé de persil. C'est-à-dire cuisine très raffinée. C'est un peu l'inverse de ce qu'on a mangé hier soir après le jeûne de Kippour. Hein, je crois qu'il y a un concours à celui qui mange le plus gras. Franchement, c'est vrai, je vous confirme. Alors, je vous rappelle donc Kippour c'était hier, jour du grand pardon, jour très important chez les juifs. Par contre, voilà, je dis la vérité, il y a des gens, je sais pas ce qu'ils ont à se faire pardonner, mais ils se rajoutent des complications. Vous connaissez le mec qui reste debout tout l'office? Il est à deux doigts de s'évanouir. Pourquoi ils font ça, les mecs? C'est pas possible. Celui que je préfère, c'est celui qui fait le jeûne de la parole. Il parle pas. Alors celui-là, je l'ai regardé, je me suis dit, il a tué quelqu'un ou quoi, celui-là? Mais en réalité, faire le jeûne de la parole le jour de Kippour, c'est une bénédiction. Parce que vu la laine des gens, c'est pire qu'une plaie d'Égypte. Non, je vous dis la vérité. Alors, celui que j'adore, c'est celui qui joue les prolongations. Le jeûne est fini, mais non, il continue à prier, il veut pas manger. Parce qu'il court à Auteuil le dimanche prochain. Et voilà, c'est ça exactement. C'est un jockey en fait. C'est un jockey. Alors, Francis Weber, vous êtes un des plus grands réalisateurs français. Moi, j'ai grandi avec vos films, avec le fameux personnage François Pignon, caractérisé par sa naïveté, sa gentillesse et sa candeur. On a tous rencontré un François Pignon au moins une fois dans notre vie. Vous, je sais que c'était un directeur d'hôtel qui vous avait parlé de génocide arménien pendant tout un dîner. C'est ça ou pas? C'était formidable, c'est un type adorable. J'étais avec Moulin Rouge, j'écrivais un film, et
on est arrivé à Agadir, et malheureusement, l'hôtel était plein de Norvégiens sous tout le temps. Et il a dit, écoutez, montez dans mon appartement à moi, vous n'aurez pas de bruit. Et on a sympathisé, et c'était un Arménien, donc. Il vous avez parlé de génocide Non, on l'a invité à dîner à Paris, parce que je voulais le remercier. Et là, alors, mais sur la table, table du dîner, il y avait des Arméniens coupés en 4 de tous les côtés, etc. On était horrifiés, Molinaro et moi. Mais c'était épouvantable. Est-ce que je peux finir l'histoire comme elle s'est terminée ou pas? Bien sûr. Alors, justement, le lendemain, vous appelez un ami pour raconter votre histoire avec cet énergumène et vous vous trompez de numéro. Non, pas du tout. C'est pas ça du tout. Je lui ai dit, parce que je le trouvais très sympathique, malgré le massacre. Je lui ai dit, écoute, on redîne la semaine prochaine. Oui. Et puis je dis à Molinaro, on ne va pas pouvoir supporter 2 fois un génocide. Écoute, je vais essayer de me décommander. Et j'avais un copain de Match qui était rédacteur en chef adjoint de Match et qui devait dîner avec moi dans la semaine. Et j'entends, allô, bonjour, c'est Jean. Et mon Arménien s'appelait Jean aussi. Il dit, on dîne ensemble ce soir. Et je dis, mais je ne peux pas, j'ai rencontré un Arménien charmant, mais c'est impossible, il nous a emmerdés avec le génocide pendant tout... C'était lui, au téléphone. Et j'entends... Mais oui, mais c'est atroce. C'est atroce. Et je lâche le téléphone par terre, comme ça, je me rappelle, et je ne sais pas pourquoi, je passe dans la penderie. Et ben, je dis à ma femme qui entre elle me voit qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai raconté ça, elle disait simplement, oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Et je lui ai dit, va lui parler toi-même. Et je suis allé, je lui ai dit, écoute, c'est la plus horrible gaffe que j'ai faite de ma vie. C'est l'horreur. C'est terrible. Et là, je lui dis, pardonne-moi, et je vais te dire, on va redîner ensemble. Et voilà, après, et je suis sûr qu'on va devenir les meilleurs amis du monde parce que tu es responsable d'un souvenir inoubliable. J'étais horrible. On se retrouve à dîner et ça repart dans le massacre arménien. Ça n'en finit pas. Et ce sera toujours un sujet actuel puisque l'Arménie est au cœur de l'actualité en ce moment. Moi, je suis très touché. Parce que ma mère était arménienne et mon père juif. Donc, je suis entre les deux, comme on dit. Et quelle est votre position aujourd'hui, Francis Weber? Je trouve abominable ce qui se passe avec les Arméniens. Vous pensez qu'on en a assez parlé de l'Arménie? Je ne suis pas sûr. Parce qu'en fait, les Ukrainiens sont beaucoup plus en vedette, si j'ose dire. Mais au cœur de toute l'histoire même de l'Arménie, les massacres en Arménie ont beaucoup été mis sous silence. Évidemment. Mais moi, mon grand-oncle, Jean Weber, le frère de Pierre Weber, donc, était un dessinateur formidable. Et il a fait un dessin de Abdulhamid, le sultan rouge, là, avec le sang qui coule sur le coin de sa bouche, comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait des Français qui étaient sensibles à ce génocide, mais pas beaucoup. Et aujourd'hui, on commence un petit peu à ouvrir les yeux. Heureusement. Heureusement, comme vous dites. On poursuit, Sam Berabi. Alors, pardon. Donc, François Pignon, c'est un personnage fascinant. Moi, j'en ai également dans mon entourage des personnes fascinantes. Mon meilleur ami, psychorigide, obsédé par la propreté. Quand on part en vacances, il prépare une bouteille d'eau avec son nom, avec un cadenas pour pas qu'on touche. Formidable. Je sais pas pourquoi il fait ça. Obsédé aussi par les horaires. Il veut pas qu'on mange après 20h en vacances. À 19h30, il nous attend tout habillés. Nous, on n'est pas encore rentré de la plage. Ah, je l'aime bien, lui. Vous l'aimez bien? Et c'est généralement ce gars en vacances qui a peur sur la plage qu'on lui vole ses affaires. Il attend, il fait 40 degrés. Et moi, généralement, je suis dans l'eau avec mes copains. Et là, je comprends qu'il a envie que je le relaye parce qu'il me fait des signes de la main. Ce mec-là, même quand il t'appelle, il est tendu bien. Sauf que moi, généralement, j'ai pas envie de sortir de l'eau. Donc, je joue à l'aveugle, je fais l'hypocrite. Je fais comme si je comprenais pas ce qu'il disait. On est tous comme ça. Et j'ai envie de parler d'un dernier personnage de votre film, le Grand Blond. Personnage gaffeur, rêveur et très souvent dans la lune. Moi, on m'identifie souvent à ce personnage. Je fais beaucoup de gaffes. La dernière fois, j'ai organisé l'anniversaire d'une copine, Elisa. Je loue le bar, je préviens les copains. Je crée le groupe WhatsApp du cadeau d'anniversaire et je rajoute la personne concernée sur le groupe WhatsApp. La surprise gâchée. Travail gâché. J'adore ce genre de choses. C'est encore un comique de situation. Comique de situation, un grand comique de situation. Merci beaucoup. Et vous êtes un comique de situation, Sam Berabi. Oui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Radio J. Merci beaucoup et on vous retrouve bien sûr Sam Berabi avec un Y sur votre Insta. 86 98 27 27. Are you ready? Live on radio, CSC, Serial, Sarah Cohen. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Serial, Sarah Cohen.
16h08 sur Radio J, merci de nous avoir rejoints pour cette émission avec mon invité Francis Weber, scénariste et metteur en scène de la pièce de théâtre Le Tourbillon, en ce moment au Théâtre de la Madeleine. Et si vous le voulez bien, Francis Weber, nous allons passer ensemble à la séquence tac au tac. Qu'est-ce que c'est, me direz-vous ? Eh bien, 10 questions et 10 réponses courtes en 2-3 mots. On tente ça ? D'accord, on essaie. C'est parti. Francis Weber, la recette de l'amour, c'est fermez les yeux. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment. Évidemment, la politique internationale. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? Crocodile pour travailler avec Hermès. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Tu es encore bien conservé pour ton âge. Mais malheureusement, il y a pour ton âge. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? L'épouser. La plus belle qualité humaine pour vous ? La gentillesse. Vos 3 grands plaisirs en ce moment ? Lire, écouter de la musique et vous rencontrer. Votre surnom, Francis Weber ? C'est-à-dire qu'il y avait une série qui s'appelait Le Mulet qui parle, Francis le Mulet qui parle, que dans le temps, on m'a appelé le Mulet pendant très longtemps. Aujourd'hui ? L'âne. L'âne. Pourquoi l'âne ? Devinez. Ok, parce que vous faites rire tout le monde. Votre philosophie de vie, Francis Weber ? Essayez de ne pas être trop malheureux. Votre prochain rêve à accomplir ? Un film. Le dernier mot que vous aimeriez prononcer ? Adieu. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, Francis Weber. Notre émission continue désormais avec nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, c'est donc la séquence auditeur avec mon invité Francis Weber. Et Francis, Jonathan vous pose une première question. Avec qui vous avez préféré tourner et avec qui vous avez détesté travailler ? Je peux dire 2 noms pour les... Bien sûr. Là, j'ai adoré tourner avec, évidemment, Pierre Richard et Depardieu. Un 3e, Villeray. Puis il y a tant d'acteurs avec qui j'ai travaillé, des génies comme Auteuil, etc. Donc, je n'ai pas de réelle préférence. Quand les gens sont bons, on les aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui ça a été compliqué de travailler ? L'horreur. Un type qui s'appelle Matthew Broderick en Amérique et qui était affreux. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un truc qui s'appelle en Amérique « The life is too short list ». C'est des gens qui sont sur une liste. Il ne faut pas travailler avec eux parce que la vie est trop courte. Une question de Chana. Où puisez-vous l'inspiration de vos scénarios ? Peut-être l'actualité. Moi, c'est ce que j'ai l'impression que vous faites, Francis Weber. Et qu'est-ce qu'une bonne comédie pour vous ? Vous y avez répondu tout à l'heure, d'ailleurs. L'inspiration, c'est la chose la plus mystérieuse du monde, vous savez, parce que, en fait, j'ai très peu de pièces ou de films qui sont basés sur l'actualité. Mais vous marchez dans la rue, tout à coup, il y a un sujet qui se pose sur votre épaule. C'est ce que Gilles d'appelé la part de Dieu. Et en fait, c'est quoi ? Vous vous dites, ça serait marrant qu'un gangster amateur prenne comme otage un gangster professionnel. Et c'est les fugitifs. Vous dites, ce serait marrant qu'un enfant de milliardaire achète un journaliste en danger de chômage parce que c'est le jouet qu'il a choisi. Et après, vous souffrez, parce qu'il faut écrire ça. Après, il faut accoucher, comme on dit. Une 3e question de Stéphanie. Si c'était à refaire, que referiez-vous ou ne referiez-vous pas ? C'est très difficile de répondre à une question pareille, parce que, en fait, j'adore mes enfants. J'ai 2 fils. J'aime ma femme pour avoir tenu le coup pendant 60 ans, et c'est surtout elle qui a tenu le coup, c'est une martyre. Et n'épousez jamais un auteur comique. Ouais. Et puis bon, je vois pas très bien ce que je pourrais refaire. Peut-être éviter certaines gaffes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai parfois été maladroit, parfois été méchant, si vous voulez. C'est des choses qu'on regrette, ça. Merci beaucoup pour cette sincérité, Francis Weber, d'avoir répondu à nos auditeurs. N'hésitez pas bien sûr à nous contacter tous les jours, du lundi au jeudi, pour questionner notre invité en direct, toujours au numéro suivant, 01 53 75 26 26. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et tout de suite, on s'intéresse à votre santé avec Serge Rafal. À votre santé.
Bonjour Serge. Bonjour Cyril. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous plaira sans doute, Francis Weber, parce qu'il est au cœur de votre pièce Le Tourbillon et il s'agit de la dépression. La dépression, une maladie très fréquente, docteur Serge Rafal. Très fréquente, Cyrielle. Une épidémie mondiale, 4% de la population touchée, ce qui fait 300-400 millions de personnes. Wow. Et en France, les chiffres ont augmenté avec le Covid. Entre la période, entre 2019 et maintenant, une augmentation de 10%. Je dirais les dépressifs représentent 15-20%, les anxieux 25% de la situation. Ça a été très très compliqué, le confinement pour beaucoup. Je ne sais pas pourquoi on en rit, mais c'est vrai. C'est terrible. Je ne m'attendais pas autant, pour être tout à fait honnête, docteur Serge Rafal. Quels sont les symptômes de la dépression ? Les symptômes de la dépression, il y a 3 types de symptômes. Les troubles de l'humeur, bien évidemment, avec la tristesse. Et ce qui va avec la tristesse, l'absence de volonté, l'absence de plaisir, l'irritabilité, le repli sur soi. Un ralentissement psychomoteur, chez certains dépressifs, on le voit sur le visage, c'est-à-dire une attitude là aussi de tristesse, une personne qui ne montre pas grand-chose, enfin tout est vraiment impassible un petit peu. Et puis des troubles du sommeil, des troubles de la sexualité, des troubles du comportement alimentaire. Alors ça, c'est dans les formes qui sont les formes habituelles. On n'est pas obligé d'avoir tous les symptômes, mais les dépressions graves ou majeures ont au moins 5-6 de ces symptômes, et les dépressions légères à modérées, parfois source d'erreurs de diagnostic, peuvent bien évidemment être discrets. On a souvent des dépressions qui sont des dépressions masquées, où finalement les signes que je viens de vous décrire ne sont pas tous présents. Ils ne sont pas tout à fait affichés. Ça peut durer combien de temps une dépression ? Est-ce qu'il y a une durée ? Il n'y a pas de durée, il y a des durées de traitement. Une dépression, ce n'est pas comme une grippe, tout dépend bien évidemment des causes. Parfois, les causes. Alors justement, quelles sont-elles ? Voilà, Francis Weber a expliqué là tout à l'heure des situations difficiles, vous voyez, qui peuvent pérenniser, qui peuvent s'installer. Donc les causes dépendent de l'âge, bien évidemment. Un enfant peut être victime de maltraitance, un adulte peut être victime d'harcèlement à son travail. Une personne un peu plus âgée peut être victime d'isolement. Donc, je peux vous interrompre parce qu'il y a une histoire très connue, mais je vous la raconte très vite. Bien sûr. C'est un type qui arrive à l'époque de Freud, vous voyez, chez un psychanalyste. Vous la connaissez, non ? Je vous écoute et nos auditeurs vont être ravis de l'écouter. Donc, il est totalement dépressif. Il arrive en larmes chez le psychanalyste et il lui dit, voilà, je voudrais que vous me soigniez. L'autre lui dit, vous êtes pour combien de temps en ville ? Il répond 2 jours. Vous ne la connaissez pas, non ? Et à ce moment-là, le psychanalyste, vous plaisantez, on ne peut pas faire une psychanalyste en 2 jours. Mais je vous donne un conseil, il y a un cirque en ce moment en ville, et il y a un clown génial qui s'appelle Groc, ça peut vous détendre pour 2 jours. Il répond, c'est moi, Groc. Ah c'est souvent comme ça. Mais c'est vrai que souvent les comiques sont sujets aussi à la dépression. Jim Carrey fait des séjours à l'hôpital pendant 6 mois par an. Moi, j'ai rencontré Robin Williams, que j'ai dirigé là-bas. Il s'est pendu dans sa penderie, ce qui est un peu étrange. Ouais. Enfin, on se pend où on peut. Ouais. Et je déjeune ou je dîne avec Steve Martin, qui est un immense comique, qui est drôle, et d'une tristesse. C'est souvent le cas, vous savez, le clown triste. Vous en connaissez en France, Francis Weber ? Un clown triste ? Oui. Macron ? Non, je plaisante. Allez, poursuivrons. Alors, comment on affirme ce diagnostic, docteur Serge Rafal ? Comment on sait que quelqu'un est dépressif ? On le sait par un interrogatoire. Là, il n'y a pas d'imagerie, il n'y a pas d'examen biologique. C'est vraiment la personne face à vous, ce qu'elle vous raconte et les émotions qui vont passer ou pas passer. Donc après, il y a un diagnostic différentiel. Si vous voulez, il faut être sûr que le patient a une dépression avant de lui proposer un traitement. Mais est-ce que souvent, on n'a pas tendance à dire qu'un patient qui ne va pas bien est dépressif trop facilement ? Trop facilement, et on est dans une situation qui est une situation paradoxale, c'est qu'un certain nombre de patients qui ne sont pas déprimés sont traités par des antidépresseurs, ce qui n'améliore pas, et parfois des patients qui, eux, sont dépressifs et qui, en fait, ne sont pas
pas traité correctement. Et qui le cache bien aussi, parce que qui parfois n'a pas envie de le montrer. Parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait un repli sur soi et que, bien évidemment, le diagnostic n'est pas toujours évident comme on l'a décrit. On s'intéresse beaucoup à l'alimentation avec vous, docteur Serge Rafal. Est-ce que justement elle peut améliorer la dépression ? Je vous dis ça parce que j'ai cru lire que quand on mangeait tout vert, ça donnait le sourire. Oui, tout vert, ça donne du bleu dans la tête. C'est vrai. Oui, bien évidemment, là maintenant, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'intérêt de la psychonutrition. Et même la Haute Autorité de Santé a recommandé de surveiller son alimentation. En fait, si vous mangez un écolo, c'est bon, quoi. Oui. Alors, il y a deux facteurs qui sont deux facteurs de gravité, qui sont l'alimentation occidentale, telle qu'elle est, pas chez ceux qui font attention. Bon, je vous avoue que moi, si je mange une pizza, je suis très contente, docteur Serge Rafal. Elle n'est pas dépressive. Non, la pizza reste un très bon aliment si elle est exceptionnelle. Si c'est bien dosé. Se nourrir uniquement avec ça, non. Donc les deux facteurs importants, c'est l'alimentation et la sédentarité. Donc ça, c'est deux gros facteurs. Et la génétique. Non, bien évidemment, la génétique va intervenir. Il y a des familles... Ce qu'on appelle l'âme slave, etc., ce sont des gens qui ne sont pas très gais en général. Bien évidemment, il y a le profil des patients, il y a la génétique, il y a les antécédents familiaux, et puis à côté de ça, un certain nombre de... Est-ce que vous pensez que les Polonais sont plus malheureux que les Ashkénazes sont plus malheureux que les Séfarades, docteur Serge Rafal ? Puisque c'est le sujet, là. On a quand même le sentiment qu'on a effectivement quelque chose, une petite nostalgie dans l'âme qui, bien évidemment... Donc la génétique, peut expliquer. Les séfarades, puisque moi évidemment, je suis ashkénaze, je ne sais pas si c'est pour ça que vous posez la question. Non, pas du tout, mais je trouve que vous avez un joli sourire. Donc la génétique, je vais y venir, mais pas tout le temps. En conclusion, Serge Rafal. La génétique, l'environnement. La conclusion, il y a une très belle phrase, parce que tout à l'heure, vous expliquiez que vous étiez très ami avec Philippe Labro, et Philippe Labro a donné une bonne définition de la dépression dans un de ses livres. Il dit la dépression, c'est le novembre de l'âme et le décembre du désir. Et je pense que ça résume tout à fait très beau. La dépression. Et les traitements qu'on peut lui opposer vont précisément essayer de l'éviter, essayer de la guérir, essayer que ça soit le plus court possible, puisque vous m'aviez posé la question de la... Il y a un auteur dramatique qui s'appelait Alphonse Capu, qui est complètement oublié aujourd'hui, et qui avait trouvé une définition à propos des suicidaires. Il avait dit « Je ne me suiciderai jamais parce que c'est s'attaquer à un adversaire désarmé. » Oh. C'est beau. Hein. Oui, c'est très bien écrit, ça. Incroyable. Très bien, mais il était très drôle. On l'a oublié complètement. Mais on lui demandait à propos d'un type, mais de quoi il est mort ? Et il a répondu, on ne savait même pas de quoi il vivait. Merci beaucoup. Merci Francis Weber. Merci docteur Serge Rafal de prendre soin de nous désormais tous les jeudis à 16h10 sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Francis Weber, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Francis Weber, je suis enchantée. Alors c'est un peu curieux puisqu'on parle de dépression et il y a toujours cette dichotomie ou pas entre la dépression vue par la médecine et la dépression vue par les psychanalystes qui sont parfois d'ailleurs aussi médecins et qui mettent pas le curseur peut-être au même endroit. Mais en tout cas je trouve que vous faites une bonne synthèse des deux, je vais vous dire pourquoi. D'abord je trouve que c'est particulier parce qu'on s'attend à voir le réalisateur, scénariste, auteur, etc., le plus drôle, évidemment, du monde, j'ai envie de dire, pas seulement de la France. Et là, on rencontre quelqu'un qui est extrêmement calme, tranquille, affable, je dirais, avec une certaine distance des choses, presque un peu froid. Et à la fois, je trouve que de vous avoir écouté pendant toute cette émission, ça m'a beaucoup, beaucoup émue.
Alors, voyez, vous étiez fort drôle, mais en même temps très ému. Je prendrai cette phrase que vous avez dit comme philosophie de la vie, essayez de ne pas être trop malheureux. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qui vous définit. Et essayez de ne pas être trop malheureux, je me suis demandé si c'était pas la manière un peu ashkénaze et arménienne de dire que l'essentiel c'est de vivre et de survivre. Il faut survivre au drame, aux tragédies du monde. Et que finalement survivre, est-ce que c'est pas ça l'humour, le vrai? C'est ce qui permet de survivre et de vivre et de circuler dans la vie malgré toutes les tragédies. Bon, vous avez dit que non seulement donc vous avez un père avec une histoire ashkénaze complexe, et évidemment une mère arménienne. Donc vous parlez de 2 murs de lamentation et vous avez rajouté subrepticement que vous avez un frère qui a été tué en Algérie, j'ai bien compris. Donc ça fait quand même un confluent d'histoires traumatiques qui sont pas évidentes, et sans parler de génétique, puisqu'on disait est-ce que c'est génétique chez les Ashkénazes? Alors peut-être pas génétique, mais en tout cas il y a une histoire quand même qui pourrait être déterminante, qui se transmet, qui est bien difficile à porter. Et votre manière de la porter, elle est quand même extraordinaire, c'est que vous avez mis l'humour juif, ou l'humour juif, arménien, enfin l'humour des tragédies au service... L'humour juif en fait, parce que ça me fait vraiment rire. Voilà, et il y a quelque chose dans votre humour qui est exactement celui-là. Alors déjà, vous avez cité, vous dites il faut enlever la dernière phrase, que quelqu'un vous a donné un très bon conseil, il faut enlever la dernière phrase. Et ça, c'est tout à fait... D'abord, c'est l'histoire des Midrashim, vous savez, c'est ce qu'il y a dans le Talmud, qui raconte ces petites histoires dont on ne sait pas si elles sont là pour être drôles ou pour donner la morale de l'histoire. En fait, c'est ça. Et on a toujours l'impression qu'à la fin, on attend la chute. Il n'y en a pas. Et je voyais ça aussi parce que je pensais que vous avez cette manière, avec l'humour, d'aider à vivre. Et je pensais à cette idée que les psychanalystes laissent toujours en suspens. Vous savez, d'une séance à l'autre, on arrête et on laisse en suspens. Justement, ce qui pourrait être la dernière phrase, parce qu'il faut pouvoir continuer à penser, à réfléchir. Et c'est quand même ça que vous faites, parce qu'on a l'impression que vous avez tout le temps, ça fonctionne, ça marche tout le temps. Il y a une sorte d'hyperactivité, mais qui est masquée parce que vous êtes d'un calme olympien. Je vous ai regardé de là-bas pendant toute l'émission, et pourtant on a l'impression que ça turbine tout le temps chez vous. Ça va, vous dites qu'il faut s'améliorer soi-même, que c'est très important. Il y a une forme d'inquiétude de ce qui se passe autour de vous. On disait comment est-ce que vous choisissez les sujets. Alors vous avez dit, c'est magnifique, que le sujet se pose sur votre épaule. Et je pense qu'en effet, c'est pas l'actualité, c'est ce qui, dans l'actualité, fait réminiscence de choses qui, à l'intérieur de vous, travaillent déjà. Et qu'à ce moment-là, vous attrapez, et c'est justement votre force, c'est de relier des choses qui finalement sont assez universelles, qui appartiennent à l'histoire humaine, mais aussi à votre histoire, à une histoire tragique et à ce qui se passe aujourd'hui. Et votre manière à vous d'attraper tout ça le rend perceptible à tout un chacun. Et alors, bien sûr, on va vous suivre parce que ça va parler à tout le monde, parce que ça parle universel. Et en même temps, vous donnez quelque chose de votre histoire. Et on a toujours besoin de sentir qu'il y a de la sincérité dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on voit. Parce que vous compariez 2 formes de comique. Et en effet, il y a une forme de comique qui est juste du burlesque. Et ce burlesque-là, d'abord, il ne parle pas à tout le monde, mais surtout, c'est une manière de se moquer. Alors que vous ne vous moquez pas, c'est curieux, puisqu'on pourrait penser que François Pignon, vraiment, on va s'en moquer. Mais non, en fait, il y a cette part tragique qui fait que, en même temps, il est tellement sensible, il est tellement gentil, il y a quelque chose qui est... Puis il est tellement gaffeur. Donc, c'est pas méchant, finalement. Et ça parle à tout un chacun parce qu'on fait des blagues. Je me suis dit, c'est marrant, c'est comme si vous preniez les lapsus et les actes manqués, vous mettez le projecteur dessus, et c'est ça qui va faire ce qui est drôle. Or, bien sûr, le lapsus et l'acte manqué, c'est toujours drôle parce que on a raté une marche, et en même temps, c'est tellement, ça traduit quelque chose de la vie et de la profondeur des choses. Et voilà donc comment est-ce que je vous vois. Vous avez dit à la fin, et je conclurai avec ça, que votre dernier mot, ça serait adieu. Et j'ai pensé comme ça que vous avez dit aussi d'ailleurs que c'était quelque chose avec les dieux, quand c'est le sujet, la part de Dieu. C'est ça. Et je me suis dit que dans les 2 cas, on espère que ça sera le plus tard possible, mais je pense que même là-haut, vous aurez quelque chose à dire avec le rire de Dieu, comme disait Elie Wiesel, et sans doute faire rire tous ceux qui sont là-bas, et même Dieu. Ce qu'a dit mon fils, c'est drôle. Il a dit, avant de devenir athée, j'ai 2 mots à dire à Dieu. C'est joli. C'est joli, ouais. C'est très joli. Et moi, j'ai trouvé une formule que personne ne comprend, même pas moi, mais tout le monde dit c'est très beau. Vous voulez que je vous la dise ? Dites-nous.
Je disais, la vie n'existe que parce que la mort avait besoin d'une préface. Alors tout le monde dit, c'est beau. C'est une ouverture, là, Francis Weber, que vous nous faites. C'est une ouverture que vous nous faites. En fin d'émission, c'est une ouverture sur autre chose, puisque vous dites, c'est la préface. La vie, c'est la préface de la mort, finalement. Je crois beaucoup à l'au-delà. Et vous, docteur? Vous ne savez pas. Ça, c'est une émission que nous allons faire ensemble, évidemment. On a envie d'en savoir plus là-dessus. C'est magnifique. Parce que c'est bienveillant comme analyse, ça me fait plaisir très évidemment, parce que c'est complet. Là, je repars habillé pour l'hiver. Merci. Et merci beaucoup, Judith Cohen-Solal, que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J. C'est la fin de cette émission, Francis Weber. Wow, c'était un bon moment. Là, je repars chez moi regonflé. Merci en tout cas, parce que nous aussi, vous nous avez regonflé à bloc avant les fêtes de Soukhot. On va regarder vos films pendant ces jours qui vont s'écouler. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes scénariste, metteur en scène de la pièce de théâtre Le Tourbillon qu'il faut aller voir en ce moment au Théâtre de la Madeleine avec de très bons acteurs et notamment Philippe Lelouch. Merci beaucoup pour cet échange, Francis Weber. Ah, écoutez, je ne peux que vous renvoyer ce merci. C'est adorable, merci, en espérant vous voir très bientôt pour une autre émission que nous ferons ensemble sur tout ce qu'on s'est dit. Je voulais dire un petit mot. Bien sûr. Vous avez une équipe là, entre l'humoriste et le chroniqueur et la psychologue et le médecin, top. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravie. Et plus on est bien entouré, plus l'émission est bonne. Et c'est important pour moi. Alors, merci de m'avoir dit ça, Francis Weber. À la réalisation aussi audio et vidéo, et bien d'autres maestros, Benjamin Arnaud et Clément, qui font aussi le succès de cette émission. Merci beaucoup. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités, toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Surtout, on se donne rendez-vous mercredi dès 15h avec Elsa Zilberstein pour parler du film Simone, le voyage du siècle qu'il faut aller voir. En attendant, ce soir à 21h, ne manquez pas Géopolitique le Mag avec Steve Nadjar et Alexandre Adler et leur invité, suivi du Festival Oriental avec Avner Azoulay. À mercredi, belle journée à tous et puis on va se faire plaisir, on va écouter quelques petits bouts du dîner de con pour se dire au revoir. Merci Francis Weber. Merci. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui, c'est pareil, c'est juste. Lui, il s'appelle Jean-Patrice Benjamin. Mais au ministère, on l'appelle Ducon. Vous trouverez son numéro dans l'annuaire. À Benjamin, hein, pas à Ducon. De qui il parle là? À qui vous parlez, bordel? Allô pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Et c'est un vrai débile. Il ne parle que de planche à voile. Et où peut-on le rencontrer, ce garçon? Pourquoi vous aimez la planche à voile? On s'en fout, raccrochez. C'est son nom, sa sœur. Marlène, sa sœur. Et maintenant, passez-moi ma femme, j'ai compris. Charlotte, ne m'explique rien. Je veux que tu quittes cet endroit immédiatement, tu m'entends? À la seconde. Ah, bien sûr que tu te rhabilles, évidemment que tu te rhabilles. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. On est